Bonjour mes amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre captation en direct aujourd'hui, ce 20 novembre 2020. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est d'ailleurs crucial à l'heure actuelle, la santé de nos entreprises. En ces temps d'incertitude économique, les entrepreneurs ont plus que jamais besoin d'outils pour agir, aussi bien en prévention qu'en gestion de crise. Au cours de la prochaine heure, nous allons démystifier les enjeux et découvrir les solutions qui s'offrent à nous. Avec mes invités, nous allons aborder plus précisément les 3 S. Les 3 S de la santé en entreprise, c'est-à-dire la santé mentale, la santé physique et bien sûr, la santé de l'entreprise. Comment pouvons-nous mettre en place les outils nécessaires pour soutenir nos gestionnaires, nos employés dans des situations difficiles? Comment agir en prévention pour assurer que malgré les défis qui se dressent devant nous, nous avons les bonnes ressources pour passer au travers? Permettez-moi encore une fois de vous présenter Marie-Janelle, notre gestionnaire de communauté qui va être le pont, le lien entre vous et nos invités. Bonjour Marie-Janelle. Bonjour Mme Henkel, bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. Donc, Mme Henkel, on sait que le domaine des ressources humaines, c'est vraiment quelque chose qui interpelle beaucoup les entrepreneurs qui suivent notre plateforme. Donc, je suis certaine qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt. Donc, n'oubliez pas de nous poser vos questions et de partager vos commentaires pendant la captation. On va pouvoir demander aux invités, mais aussi répondre par la suite. Merci Marie-Janelle. Alors, pour discuter de ces enjeux, durant toute cette heure, je reçois une entrepreneur qui a su bonifier son modèle d'affaires pour offrir un support complet et humain aux entrepreneurs. Et je mets beaucoup l'emphase sur complet et humain, parce que souvent, on pense aux outils, mais on ne pense pas toujours qu'on fait face à des humains qui ont bien sûr des défis et personnels et très émotionnels. Madame Pamela Bérubé, présidente de la firme PB Dimension RH et lauréate du prix Entrepreneur de l'année à l'ordre des CRHA. Pamela, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Madame Henkel, ça va super bien. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, Pamela. On va vous découvrir aujourd'hui, vous, votre entreprise et tout ce que vous faites pour nos entrepreneurs. C'est vraiment un plaisir. Vous êtes spécialisé en ressources humaines. Vous œuvrez principalement dans l'est de la province. Votre entreprise est d'ailleurs située à Rimouski. Comment se sont déroulés, Pamela, ces derniers mois pour vos clients entrepreneurs? Donc, en fait, on est situé à Rivière-du-Loup, donc on couvre principalement l'est de la province, mais on a aussi un bureau à Rimouski, Madame Henkel. Donc, moi, je suis originaire d'un petit coin de paradis que j'appelle Témiscouata. Donc, je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. Par contre, j'avais le souci vraiment d'évoluer dans mon métier, dans ma pratique, en plaçant toujours l'humain au cœur des organisations, au cœur de mes décisions, finalement. Et après une douzaine d'années en entreprise, ben, PBRH est né. Alors, j'ai conçu les moindres petits détails et finalement est né PBRH. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous, initialement, on est vraiment une firme dédiée à la gestion des ressources humaines en entreprise. Donc, on s'affaire avec une équipe maintenant d'une douzaine de personnes à implanter les meilleures pratiques et aussi des pratiques innovantes dans les organisations. Et dans les dernières années, on a eu vraiment une croissance à vive allure, ce qui nous a vraiment surpris, mais aussi, je pense que ça nous a confirmé qu'on faisait vraiment la bonne chose. Et ben, pendant la pandémie, nous, on a déjà un centre d'appel, donc où on peut faire de la téléconsultation, mais on reçoit des appels pour des gestionnaires qui sont en urgence dans les organisations. Et pendant la pandémie,
ça a explosé. Au départ, on avait un premier niveau, tout le monde le sait, là, mars-avril, là, les gens sont dans le brouillard. On se questionne, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des programmes gouvernementaux, il y a des employés qui s'absentent, on doit mettre des mesures sanitaires en place. Tous ces éléments-là ont vraiment généré un brouillard et là, la ligne a sonné. Et par la suite, quand les semaines ont passé, ce brouillard s'est dissipé là et j'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur de voir des entreprises, petites, grandes, moyennes entreprises, qui ont voulu faire preuve d'agilité. Et donc, de vouloir implanter des stratégies de relance, des structures qui sont plus agiles. Et là, on a été impliqués dans une foule de mandats plus enrichissants et motivants les uns que les autres. Et c'est là, finalement, qu'on a vu la détresse psychologique entrer en ligne de compte. Et nous-mêmes, comme organisation, on a dû se questionner maintenant comment on adresse cette situation-là. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est quel est aujourd'hui le besoin le plus criant que vous avez observé chez les entrepreneurs? C'est quoi? Est-ce que c'est pour l'entreprise? Est-ce que c'est le côté financier? Est-ce que c'est le côté recrutement? Ou est-ce que c'est autre chose? Évidemment, je considère que la main-d'œuvre est réellement un besoin qui est criant. On fait face à une rareté de main-d'œuvre. Avant même la pandémie, c'était bien présent. Évidemment, l'enjeu financier est venu s'ajouter pour certains secteurs d'activité, notamment, on le voit, là, tout ce qui est hôtellerie, le tourisme et tout ça ont été fortement touchés. Donc, ces enjeux-là sont de plus en plus présents, effectivement, et une grande détresse psychologique, d'où notre rencontre de ce matin. Exact. Et pour réagir, Pamela, à la demande, vous avez mis sur pied, d'ailleurs, vous-même, vous avez d'une certaine façon pivoté, si je peux me permettre, parce que vous avez mis sur pied un programme d'aide aux employés que vous avez nommé PAE. Pourquoi vous avez fait ça? Et surtout, qu'est-ce qui fait la particularité de ce programme par rapport à d'autres que vous aviez déjà? Pour nous, il était naturel de poursuivre vers cette tangente-là de l'humain. Tout d'abord, on avait déjà l'infrastructure en place numérique pour pouvoir déployer ce deuxième volet-là qui était vraiment au niveau de la santé globale de l'entreprise parce qu'on avait déjà le côté gestion. Et donc, on a ajouté une application mobile à l'intérieur de ce service-là qui nous permet de pouvoir, qui permet plutôt aux employés, aux gestionnaires d'entrer en contact avec une foule d'experts à l'intérieur de 48 heures via du clavardage, la téléconsultation, le téléphone ou encore en présentiel là, lorsque c'est possible, évidemment. Le programme d'aide aux employés, aux gestionnaires, notre particularité, c'est qu'on est vraiment à l'échelle humaine. C'est-à-dire que notre souci est d'avoir un contact direct. On veut éliminer les strates hiérarchiques ou encore la lourdeur administrative. Donc, quand les gens téléphonent, ils parlent à un humain. Et pour nous, c'était important de demeurer dans cet aspect-là. Et l'autre particularité, Mme Henkel, j'aurais tendance à vous dire, c'est au niveau de la flexibilité et de l'accessibilité. On fonctionne par bloc d'heures, c'est-à-dire peu importe la petite, la moyenne ou la grande entreprise, elle peut décider d'un choix de bloc d'heures et non pas de s'attacher pour des contrats de 2-3 ans. Et aussi, beaucoup de petites entreprises ne sont pas nécessairement assurées collectivement. Donc, moins accès à l'EPAE. Moins accès, c'est ça. Mais ce que vous faites, c'est que vous vous adressez véritablement à l'humain, que ce soit l'employé, que ce soit le gestionnaire, que ce soit l'entrepreneur. C'est par rapport aux besoins de l'humain. Puis vous avez créé ce programme et on va le découvrir au fur et à mesure de nos autres invités qui, effectivement, fait comme une sorte de 360 que l'on peut choisir de ce que j'ai pu comprendre. Et ça, c'est très important. Et puis, je reviendrai plus tard avec vous sur votre entreprise parce que vous l'avez fait évoluer. Vous étiez une entreprise de ressources humaines, mais vous avez décidé que vous allez nous raconter pour vous. C'est parce que vous avez eu ce besoin-là et vous avez donc décidé de le mettre au profit des autres. Alors, je vais accueillir notre première invitée à se joindre à nous. Il s'agit de Stéphanie Simard. Stéphanie est psychologue. Elle est aussi coordonnatrice clinique du programme d'aide aux employés. Stéphanie, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, Madame Henkel. Vous allez bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Merci de nous offrir cette plateforme pour parler de santé mentale aujourd'hui.
Très important, très, très important. Et on le voit d'ailleurs à tous les jours. Je pense qu'il faut en parler, il faut en parler et il faut surtout essayer de trouver de l'aide, des outils et de savoir que personne n'est à l'abri. C'est pour ça que justement, je tiens à en parler et merci à vous. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait de l'état de la situation actuelle pour la santé mentale? Ben oui, en fait, on parle beaucoup dernièrement dans les médias, les réseaux sociaux, on entend de plus en plus parler de santé mentale. Mais je trouve important de souligner ce matin que, en fait, c'est un problème qui est bien présent depuis plusieurs années. Et puis, la crise qu'on vit actuellement, la pandémie, a simplement mis en évidence des difficultés que les gens vivent et qui étaient présentes depuis bien longtemps. Donc, tant mieux, on en parle en ce moment. C'est certain que le portrait actuel au niveau de la santé mentale est assombri. Je le vois dans mon bureau, j'en discute avec mes collègues psychologues, là. On est vraiment débordés, on a des listes d'attente, les gens sont plus anxieux, ils ont des symptômes dépressifs, insomnie. Donc, c'est certain que la détresse en ce moment est à son maximum. Puis, il y a de plus en plus de statistiques alarmantes là, qui ont fait les manchettes dernièrement. Il y a l'Ordre des psychologues, notamment, qui observe que ces membres-là rapportent que 86% de leurs clients témoignent là, d'une plus grande détresse. Là. Et puis, il y a l'Université de Laval, qui, au printemps dernier, au début de la pandémie, a fait une étude, puis observait qu'une personne sur deux, un travailleur sur deux était en détresse actuellement. Donc, c'est bien réel ce qui se passe. Puis, malheureusement, le système de santé n'a pas les moyens pour absorber les besoins de tous ces gens-là. Et ce que les intervenants en santé mentale dénoncent en ce moment, c'est que les mesures, les millions qui vont être investis prochainement pour aider la santé mentale, bien, en fait, c'est pas récurrent. Et puis, il y a beaucoup de lourdeur dans la structure administrative du réseau de la santé qui fait que les intervenants en santé mentale ne sont pas attirés du tout à aller travailler dans le réseau et on manque énormément de ressources en ce moment. Mais justement, ce que vous dites vient encore une fois réitérer le fait qu'on a besoin d'outils, on a besoin d'aide, on a besoin de psychologues, on a besoin de s'adresser à des professionnels, d'où l'importance d'avoir aussi des entreprises en ressources humaines qui doivent se spécialiser de plus en plus dans ce domaine parce que c'est vraiment la ressource humaine. C'est ce que vous faites avec votre programme justement d'aide aux employés. Mais si je vous posais la question, Stéphanie, est-ce que vous, avec tous les services que vous offrez, est-ce que vous trouvez que les employés ou les entreprises, est-ce qu'elles sont bien équipées ou assez équipées par rapport à l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs employés? Bien, comme vous le dites, là, les entreprises privées ont un rôle à jouer dans la crise actuelle. Donc, ce n'est pas juste au niveau public que ça doit se passer. Donc, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et puis, actuellement, ce qui se passe, c'est que les dirigeants, les entrepreneurs ont déjà beaucoup de choses à gérer. Donc, précarité financière, manque de personnel. Donc, il y a plusieurs défis en ce moment pour eux. Et puis, par la nature même de la tâche de dirigeants et de gestionnaires, ces gens-là sont souvent très isolés. C'est des personnes souvent qui ont des exigences élevées envers eux-mêmes, un désir de performance. Et il y a souvent la fausse croyance qu'ils doivent montrer qu'ils sont invincibles devant leurs employés et qu'il ne faut pas se montrer vulnérable. À côté de ça, il y a aussi le contexte où les employés, de leur côté, pensent en fait que pour obtenir une promotion cette année, je dois avoir un rendement, je dois montrer que je suis performant. Donc, ces éléments-là viennent créer un contexte qui n'est pas nécessairement favorable au fait de se dévoiler en entreprise quand on vit quelque chose de difficile. Donc, les problèmes de santé mentale vont vraiment s'installer de façon insidieuse. Et souvent, la personne qui le vit va même pas s'en rendre compte, va continuer à travailler et le gestionnaire va pas nécessairement s'en rendre compte aussi. Aussi, oui. C'est ça. Pamela, Pamela, est-ce que vous avez eu à constater ce genre justement de situation que raconte Stéphanie? Est-ce qu'autour de vous, vous le voyez encore et où ça s'est installé encore plus?
Tout à fait. Dans plusieurs des mandats qu'on a eus pendant la pandémie, puis on entendait beaucoup dans des lectures, dans les médias, tu sais, repenser nos modèles d'affaires, faire preuve de créativité. Donc, oui, beaucoup d'entrepreneurs ont voulu être agiles et le faire. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois qu'on implantait les belles structures ou les stratégies de relance, on repartait de ces entreprises-là, puis on se disait, mais qui va faire vivre ces stratégies-là, puis ces structures-là, parce que les humains ne vont pas bien actuellement dans les entreprises. Est-ce que vous l'avez vécu? Parce que moi, je vais vous rappeler tout. Moi, je l'ai vécu. Puis oui, c'est drôle qu'on en parle parce que justement, moi, dans les dernières années, quand j'étais à la croisée des chemins d'être dans une entreprise privée et de faire le saut dans l'entrepreneuriat, j'ai malheureusement eu une période où j'ai perdu 5 enfants à la suite de plusieurs fausses couches. Et à un moment donné, on vient à vouloir s'accrocher à quelque chose, puis je me suis vraiment sentie démunie, autant dans l'entreprise privée que seule au sommet dans une organisation, dans mon organisation, puis de se dire, c'est quoi les outils que j'ai de disponibles? Est-ce que volontairement, j'ai le goût de tendre la main ou de me faire tendre la main? Donc, cet aspect-là, pour moi, qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est réellement la méditation contrôlée, la pensée positive, et c'est là aussi que j'ai construit tout mon bébé. Tu sais, je fais le parallèle drôle, mais mon bébé qui est PBRH. Puis par la suite, j'ai eu une belle jeune fille. J'avais déjà un grand garçon, j'ai eu une belle jeune fille après. Mais entre ça, cette période-là noire, où est-ce que c'est un en arrière de l'autre, c'est vraiment ce sentiment de détresse-là qui nous a poussé à prendre cette orientation-là. Très touchant ce que vous venez de dire. Merci de le partager parce que c'est encore une fois, c'est pas simple de partager des choses personnelles. Je trouverai tout à l'heure l'occasion de parler du mien puisqu'il y a eu même tout un article et il y a des journalistes qui ont gagné un prix justement avec oser parler de la détresse psychologique chez les entrepreneurs, le fameux Lonely at the Top. On y reviendra, mais félicitations quand même d'avoir trouvé le moyen de faire différent. Stéphanie, je reviens vers vous. Au sein du programme, vous avez fait appel à des professionnels, mais dans 10 différents champs d'expertise, je dirais. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que vous pourriez décrire ces champs d'expertise et comment est-ce que vous les proposez? Oui. En fait, cet été, lorsque Pamela m'a contactée pour développer le projet, on a dû réagir assez rapidement. Là, puis en 2 mois, on voulait vraiment répondre à la demande. Puis on a recruté principalement ici dans la région une 50aine de professionnels qui collaborent avec nous actuellement, qui sont de 10 champs d'expertise différents. Donc, on vient vraiment offrir un service qui est holistique, qui couvre toutes les sphères de vie, toutes les facettes de l'individu. Pour nous, c'était très important de pouvoir faire un 360 quand on prend la personne en charge. Et puis, on a donc 3 volets principaux. Le premier volet, c'est le volet santé mentale. Donc, dans notre équipe, on a des psychologues, des sexologues, orienteurs, travailleurs sociaux qui peuvent intervenir là, à plusieurs niveaux, que ce soit détresse psychologique, anxiété, des insatisfactions au niveau de la carrière, la médiation familiale. Le deuxième volet, c'est la santé physique. Donc, que ce soit kinésiologue, physiothérapeute, entraîneur sportif, on a vraiment des gens qui peuvent intervenir soit dans des douleurs chroniques, diabète. On sait que les douleurs chroniques sont très en lien avec les problèmes de santé mentale, donc c'est intimement lié. Donc, ces gens-là peuvent intervenir en synergie. Et le troisième volet, c'est le volet santé entrepreneur, santé financière et santé juridique. Donc, à ce moment-là, on a des stratèges RH de notre équipe qui peuvent être déployés directement en entreprise pour aller soutenir les dirigeants, pour les aider, par exemple, dans des cas de harcèlement, dans des cas de retour au travail, invalidité. On sait aussi qu'actuellement, les gens sont en précarité financière, puis on a des conseillers en finance qui peuvent guider les personnes pour rétablir leur budget, pour les rassurer, comment faire pour rétablir leur situation. Donc, c'est vraiment l'accompagnement complet que vous avez développé, parce que je suis quand même impressionnée, 50 intervenants de différentes catégories ou spécialisations, c'est pas rien. Et j'ai retenu, vous avez dit en 2 mois. Phénoménal, vraiment. Félicitations. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce témoignage. Merci aussi d'avoir expliqué l'état des lieux
qui n'est pas toujours simple et encore de moins en moins puisqu'il y a l'isolement. Vous savez, quand on est en entreprise, on fait des parallèles aujourd'hui. On regarde, quand on est en entreprise, on voit quand quelqu'un a mal au dos ou quand quelqu'un n'est pas bien, on peut le voir dans son comportement. Mais là, on est chez soi pour la plupart. On est chez soi, on travaille de chez soi. Donc, encore une fois, l'isolement vient amplifier cette crise, je dirais, personnelle, physique, mentale et du comment je me sens aussi. Hein. Donc, bravo. Je vais d'ailleurs, ça me permet d'aller chercher justement un autre volet que vous avez et on va discuter avec la travailleuse sociale qui s'est joint à votre équipe et qui s'appelle Mireille Mailloux. Bonjour Mireille, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Très contente d'être avec vous ce matin. Merci Mireille. On a hâte de vous entendre parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes quelqu'un qui être active, je veux dire, et sur le plan humain, alors là, c'est encore plus fort. Vous avez un pied, Mireille, dans le service public et vous avez un pied dans le service privé. Vous participez notamment au programme qui a été mis sur pied, programme d'aide aux employés de PB Dimension RH. Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer sur les deux fronts? Bien, au fond, moi, je travaille dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels depuis bientôt 13 ans maintenant. Et puis, d'abord comme intervenante et depuis les 5 dernières années comme responsable clinique. C'est un travail que j'adore, mais étant plus en contact direct avec la clientèle dans mon rôle de responsable clinique, dans les dernières années, le domaine de l'intervention directe me manquait beaucoup. D'où le fait que je suis allée faire ma formation en médiation familiale et aussi mon implication dans le programme d'aide aux employés. Je trouve que ces deux rôles-là, d'être responsable clinique associé à l'intervention directe auprès de la clientèle, pour moi, c'est des rôles complémentaires. Autant mon intervention avec les jeunes permet de nourrir comme intervenante, de rester en contact avec mes réflexes d'intervenante, puis aussi développer mes compétences. Et en même temps, j'ai le sentiment de mieux soutenir, mieux accompagner les intervenants de mon équipe dans leur intervention au quotidien. Bravo. On me dit justement qu'il y a des questions pour vous, je pense pour Stéphanie et vous, donc on va rejoindre Marie-Janelle. Oui, donc on a eu quelques questions plutôt sur justement le fameux programme d'aide aux employés. La première question, c'était comment peut-on faire une demande ou se joindre au programme? Et on a une deuxième question de Luce Bélanger qui demande est-ce que l'aide est pour l'entrepreneur seulement ou pour l'entrepreneur et la famille de l'entrepreneur ou son entourage? Très bonne question. Pamela, voulez-vous y répondre? Oui, en fait, pour les intervenants qui écoutent et qui aimeraient contribuer à faire partie justement de cette belle et grande équipe-là, vous pouvez le faire via notre site web. Vous allez voir là, tous les coordonnées pour le faire. Et dans un premier temps, évidemment, le programme va passer par l'entreprise. Donc, l'entrepreneur va décider de déployer le programme autant en application mobile que l'attribution de banque d'air. Et donc, le travailleur qui a une divergence ou quoi que ce soit avec sa conjointe, par exemple, pourrait joindre sa conjointe à une rencontre dans le programme ou encore une difficulté avec son ado, par exemple, pourrait joindre aussi son adolescent à la rencontre dans le PAE. Merci, Pamela. On va retourner à Mireille. Mireille, quelles sont les répercussions possibles que peuvent avoir, en fin de compte, les répercussions sur l'entreprise que peuvent avoir justement sur le plan de la profitabilité, mais aussi de la survie de l'entreprise, parce que quand les employés vont pas bien, l'entreprise n'ira pas bien, peu importe le produit, peu importe le service. Mais comment ça peut affecter les gestionnaires, comment ça peut affecter les employés lorsqu'on a des difficultés financières, quand on a des difficultés aussi de relations à la maison? Comment ça se transborde dans les entreprises et comment vous apportez peut-être des outils ou des solutions? À mon avis, là, il est totalement impossible de dissocier la vie privée de la vie au travail. Lorsqu'on vit des difficultés personnelles, c'est sûr que ça
souvent, ça va nous envahir, ça prend toute la place, que ce soit des difficultés financières ou de relations ou des difficultés familiales. C'est sûr que ça occupe beaucoup nos préoccupations et ça n'a pas le choix de se transposer aussi dans notre vie au travail. Peu importe l'emploi qu'on occupe au sein de l'entreprise, bien, je pense que les difficultés qu'on vit vont se ressentir, vont avoir des répercussions sur nos relations avec les collègues de travail, sur notre disponibilité à accomplir nos tâches, notre motivation aussi à se rendre au travail et à faire ce pourquoi on est payé. Donc, je pense que vraiment, lorsqu'on a des difficultés personnelles, on passe beaucoup trop d'heures dans une journée sur nos lieux de travail pour pas que ça en affecte justement l'entreprise. Je pense que la confiance en soi est aussi affectée, hein. Ça vient affecter aussi la façon dont on se voit, comment on perçoit aussi son soi, hein. Je pense que vous intervenez aussi probablement beaucoup là-dessus en ce moment. Pamela, l'amplification de cette détresse, est-ce que vous la voyez vous aussi? Est-ce que vous vous rendez compte que le côté humain et les répercussions que l'on a dans notre environnement direct peuvent vraiment affecter non seulement la famille, les amis, le nous, mais aussi l'entreprise par ricochet? Tout à fait. Je remarque principalement l'un des facteurs majeurs de mon côté dans les mandats qu'on voit, c'est réellement le télétravail. C'est l'isolement, c'est le travail à distance où est-ce que tout d'un coup, on doit travailler avec nos enfants, on doit travailler avec le conjoint et la conjointe, on doit s'organiser aussi un bureau à la maison quand on peut le faire. Sinon, on est dans le centre de la cuisine, là. Donc, il y a cet aspect-là où est-ce que habituellement, nos enfants sont à l'école, habituellement, notre conjointe est aussi au travail. Donc, de retrouver cette cellule-là et de réapprendre à vivre avec cette cellule-là, bien évidemment, pour l'entrepreneur, parce que je me place du côté de l'entrepreneur, où est-ce qu'il y a à gérer des équipes qui vivent là, à reconsidérer cette cellule-là. Donc, le programme vient justement ajouter un petit outil supplémentaire qui est disponible peu importe où on est. Alors, à la maison, on sent une détresse. Donc, l'entrepreneur, lui, peut dormir la conscience tranquille le soir, puis il se dit, je suis assuré que mes travailleurs, mes employés ont accès au bout du fil à quelque chose. On va aller à Marie-Janelle. Merci, Pamela. On va aller à Marie-Janelle. Il y a des questions. Oui, on a une question, dans le fond, qui demande quels seraient les signes ou indices qu'il faut surveiller pour justement détecter la détresse chez les employés, puis surtout dans un contexte de télétravail où on n'a pas le contact humain avec les employés. Qui veut répondre? Mireille, Stéphanie ou Pamela? Ben, en fait, je peux donner quelques éléments ici. Souvent, là, pour une personne qui n'a jamais vécu, par exemple, de dépression ou de troubles anxieux auparavant, pour qui c'est nouveau, ça peut être difficile de reconnaître les drapeaux rouges là, quand ça arrive une première fois. Souvent, c'est ça, c'est plutôt insidieux. Et ce qui arrive, c'est que souvent, les gens veulent... il y a du déni, les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en détresse, donc vont continuer à travailler et à vouloir tenir leurs occupations au détriment de leur santé physique et mentale. Donc, je pense que les signaux à observer, c'est lorsque c'est normal de vivre des événements difficiles. Donc, la pandémie, oui, c'est un événement insécurisant, donc on n'a pas le contrôle, c'est de l'incertitude, c'est de la nouveauté. C'est normal d'être plus stressé. Par contre, ce à quoi il faut faire plus attention, puis qui peut être des drapeaux rouges, c'est lorsqu'on se met à plus être capable de gérer ses émotions, à être complètement débordé à presque tous les jours par de la tristesse ou des pensées, au niveau des pensées, finalement, d'être envahi par la culpabilité, un discours autocritique, je ne suis pas bon, une perte de plaisir dans ce que normalement on apprécie. Donc ça, c'est des premiers signaux qui sont vraiment parlants. Puis au niveau du sommeil aussi, c'est souvent le sommeil, l'appétit, c'est des choses en premier qui vont être des signes avant-coureurs de... La prise, la perte de poids. Tout à fait.
J'ajouterais aussi du côté de l'écran, quand on est gestionnaire et on a géré une équipe de travail, je trouve excellente la question parce que on tente de percer l'écran pour voir qui va pas dans notre équipe et c'est pas toujours facile. On peut le remarquer, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup plus silencieux, difficulté à collaborer, oublie des tâches, par exemple. Ça peut être des drapeaux rouges pour un gestionnaire lorsque ça ressemble un petit peu moins à son équipe de travail à ce moment-là. Oui, et puis je pense que peut-être au travail, ça peut s'observer, comme tu le dis, Pamela, plus comme de l'isolement, du silence ou même de la méfiance, pardon. Mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est souvent une souffrance qui est cachée derrière, que la personne ne veut pas montrer. Donc, elle va se mettre une façade là, pour continuer à fonctionner. Et je pense que le gestionnaire a une responsabilité d'aller essayer de percer puis de faire la place à ce qu'il y a derrière. Parfait. Justement, je voudrais retourner à Mireille, qui est notre intervenante sociale. Mireille, comment vous faites pour aider des gens dans ce type de programme et avec des fois ce genre justement de signaux qui sont quelquefois très difficiles à détecter au départ? Oui. Bien, je vous dirais que je ne crois pas qu'il y ait de recettes toutes faites, dans le sens que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents puis vit une situation unique. Comme travailleuse sociale, moi, je rencontre des couples en séparation, des couples qui ont des difficultés conjugales ou des personnes qui ont des difficultés financières, familiales, des difficultés dans les relations. Je pense qu'en entreprise, il faut vraiment être alerte à tous les changements de comportement chez une personne. Ça devrait toujours être un indice qui nous amène à questionner notre employé, à vérifier comment il va. La réalité du télétravail, c'est nouveau vraiment pour tout le monde là, dans la société. C'est un peu difficile de s'y adapter quelquefois, mais la santé mentale, c'est ça ne transparaît pas toujours dans un écran. Donc, je pense que comme gestionnaire, on a aussi une responsabilité de prendre le téléphone, de se créer un mode de fonctionnement qui va faire qu'on va rester en contact direct avec nos employés, justement pour s'assurer qui vont bien. Moi, dans le programme d'aide aux employés, les rencontres que je fais, c'est vraiment d'offrir beaucoup d'écoute. Les gens qui vivent des difficultés ont besoin de raconter, ont besoin d'exprimer ce qu'ils vivent, d'identifier les sentiments, d'identifier leurs besoins. Quand on est envahi par une problématique, souvent, on n'arrive plus à prendre les bonnes décisions. Juste d'avoir une place à soi pour se livrer. Moi, je pense que chaque personne est l'expert de sa propre vie, là. On réussit toujours à trouver des solutions, on réussit toujours à les amener vers quelque chose de positif. J'adore votre façon de conclure parce que c'est vrai, on le répète souvent, on est maître de sa vie, mais c'est difficile des fois quand on ne voit pas clair, quand tout est brouillé, de prendre les bonnes décisions. Donc, l'importance de faire appel à des outils, mais surtout à de l'aide. Et surtout de se rendre compte que le simple fait de parler, juste de parler, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vécu. On va quand même aller à Marie-Janelle parce qu'il y a encore des questions. Je trouve ça extraordinaire. Merci à nos auditeurs et nos auditrices de participer en si grand nombre, mais surtout de commenter et de vouloir comprendre. J'apprécie vraiment beaucoup. Marie-Janelle. Oui, donc Mireille nous a parlé de l'importance de garder le contact avec les employés, justement peut-être pour prévenir certaines situations. On avait justement une question dans ce sens-là qui était quelles seraient les astuces, outils ou exercices pour prévenir ou voir venir des situations problématiques avec les employés avant vraiment que ça dégénère? Vous savez, les gens là, sont humains. Lorsqu'on prend le temps de prendre soin d'eux, de se préoccuper d'eux, d'aller vers eux pour sincèrement savoir comment ils vont, habituellement, les gens s'ouvrent assez facilement, vont être beaucoup plus capables de nommer leurs difficultés. C'est de traverser cette barrière-là, d'être obligé de prendre l'initiative d'aller dire qu'on ne va pas bien, qui est souvent difficile. Lorsque quelqu'un ouvre la porte, bien souvent, ça va se faire vraiment tout seul, sans difficulté. Je rajouterais peut-être, Mireille, que quand on voit que quelqu'un veut ouvrir la porte sans jugement,
Oui. sans jugement, avec beaucoup d'empathie, puis tout simplement le fait de dire, tu sais, moi aussi j'ai vécu, moi aussi à ma façon, j'ai eu mes moments difficiles, ça fait du bien et c'est là où les gens s'ouvrent. La vulnérabilité, la fameuse vulnérabilité, elle fait des miracles, elle fait vraiment des miracles. Merci Mireille, merci pour cette empathie que vous avez, que vous dégagez, puis merci aussi d'être sur le terrain pour amener votre expérience à tous ces êtres humains, je vais les appeler comme ça, que ce soit des employés ou que ce soit des entrepreneurs. Mais on a vraiment beaucoup besoin de gens comme vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va accueillir maintenant notre troisième et dernier invité. Il s'agit du docteur Charles Coulombe. Docteur Coulombe, vous êtes médecin de famille et vous pratiquez la médecine du travail. À quoi ça ressemble la médecine du travail et en quoi ça consiste en fin de compte? Bonjour, Mme Henkel. Merci pour l'invitation. À la médecine du travail, souvent, quand j'explique ça, les gens connaissent peu qu'est-ce que c'est, puis j'aime bien utiliser l'analogie suivante. Alors, imaginez-vous que vous êtes dans une usine, puis vous devez remplacer l'équipement, et là, vous achetez une nouvelle machine qui a coûté plusieurs millions de dollars, puis ça vient toujours avec un guide d'instruction. Oui. Pour faire la maintenance, hein? On achète un rasoir, puis ça vient avec un guide d'instruction. Imaginez-vous une machine de 3 millions. Et là, on explique tout, comment prendre soin de cette machine-là, quand est-ce qu'il faut l'huiler, la graisser, quel test faire pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, quoi faire pour la réparer quand elle est brisée. Fait qu'on met en place vraiment un programme de maintenance préventive. C'est comme ça qu'on prend soin de nos ressources matérielles. Alors moi, mon travail dans une entreprise, c'est de faire la maintenance préventive des machines humaines. Hein, c'est de m'assurer que les gestionnaires, les employés ne brisent pas, puis s'ils brisent, de les réparer. Dans le fond, c'est tout ce qui touche la prévention, puis tout ce qui touche la gestion d'invalidité. Puis, dépendamment des mandats que je vais avoir, je vais être tantôt en soutien conseil pour développer des programmes de prévention, puis tantôt comme formateur. Puis, mon souci, c'est toujours de protéger la santé des employés, leur santé physique et psychologique, puis aussi de favoriser le retour à la santé des employés qui ont des problèmes de santé, qu'ils soient au travail ou en congé de maladie. Fait que c'est ça, la médecine du travail. Très intéressant. Prévention, prévention, prévention. Mon Dieu, si on pouvait s'y attarder un petit peu plus longtemps, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de défis, les défis que nous voyons aujourd'hui. La santé globale, on parle de la santé mentale, mais on va parler de la santé globale. Oui. Est-ce qu'elle est importante pour un entrepreneur? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il devrait en faire une priorité? Pourquoi cette santé globale? Et expliquez-nous aussi santé globale. Oui, qu'est-ce que c'est? Je vais donner quelques exemples pour illustrer différentes façons de réaliser qu'est-ce que c'est. Alors, je prends mon exemple personnel. Le matin, quand je vais au travail, ça consiste à descendre au sous-sol pour faire du télétravail de ce temps-là. Alors, pour me sentir bien, pour avoir l'impression d'avoir fait une bonne journée de travail, me sentir performant, je dois me sentir en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je me sente bien autant physiquement que psychologiquement, puis je dirais même socialement. Ce que je veux dire par là, c'est que je me sente bien dans les différents rôles que j'ai vis-à-vis mes proches, mes amis, et les différents rôles que j'ai vis-à-vis les gens avec qui je travaille. Donc, la santé globale, c'est un exemple. Me sentir bien physiquement, psychologiquement. Autre exemple qui est plus d'ordre professionnel, comme médecin de famille, on nous enseigne à l'école de médecine que si on veut bien soigner nos patients, il faut avoir une approche globale. On nous dit avoir une approche biopsychosociale. Donc, voir vraiment notre patient dans son ensemble, même quand ils viennent pour un simple problème de santé physique. Donc, ça donne une autre image de la santé globale. Maintenant, mettons-nous dans les souliers d'un employeur. L'employeur, il a l'obligation, la responsabilité à la fois légale, puis disons morale, de prendre toutes sortes de moyens pour protéger la santé de ses employés. Tout à fait. Mais d'avoir une approche globale, c'est de protéger à la fois la santé physique et psychologique. Donc, s'assurer que les employés sont dans un état de bien-être autant physique que psychologique. Donc, une autre image de la santé globale. Puis, si on agit comme ça en prévention, habituellement, on est plus efficace. D'où l'importance, puis je voudrais mettre l'emphase et je vais peut-être poser la question à Pamela. Pamela, vous savez, on parle beaucoup de l'employeur et de ses responsabilités, mais l'employeur n'est pas non plus un spécialiste. Ce n'est pas quelqu'un qui est médecin, qui est intervenant social, qui est spécialiste en RH. Donc, l'employeur aussi, c'est pour ça qu'on parle de prévention avec Dr Coulombe, doit avoir accès à ces outils, doit savoir qu'il y a des outils et d'y faire appel. Parce que je pense qu'il y a quand même des employeurs, quelquefois, même des employés, mais des employeurs qui sont dans le déni.
Oui, tout à fait. On le rencontre effectivement quelquefois, malheureusement, où on a l'employeur qui dit non, je ne peux pas abandonner, je vais bien. Donc, on est vraiment dans le déni au niveau de l'individu, c'est-à-dire je vais bien, je ne peux pas abandonner, je dois continuer de rouler ma bosse et bon, faire d'avoir une entreprise qui va être en bonne pérennité. Du côté collectif, ben, quand on arrive en entreprise puis qu'on entend ah non, chez nous, tout va bien, on n'en a pas de détresse, nous. On est aussi dans un déni un petit peu plus collectif, c'est-à-dire pour une raison que, notamment, la rareté de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on manque tellement de monde en emploi qu'on ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore puis dire hey, il me semble que tu ne vas pas bien. Parce que là, est-ce que la personne va quitter? Est-ce que la personne va se mettre en arrêt de travail? Donc, je vous aborde cet exemple-là aujourd'hui, mais ça fait partie du déni de dire ben oui, c'est pas grave s'il y a des petites choses ici et là, il faut l'adresser, il faut faire preuve de prévention, comme Dr. Coulombe l'a dit bien. C'est très important ce que vous venez de dire, vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne réalise pas que la peur peut-être de perdre un ou des employés, parce qu'on voit effectivement que c'est un peu plus difficile, ne réglera pas le problème. Au contraire, c'est un problème qui va finir par vraiment nous avoir en plein dans la face. Oui. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de l'aide immédiatement, essayer de faire en sorte qu'on soit conscient de cela et qu'on en parle. Il faut en parler encore, la communication. On va aller à Marie-Janelle qui a une question pour probablement vous, Dr. Coulombe. Et bien, en fait, on avait un commentaire de Martine Boulet qui racontait une anecdote de son amie qui a eu une crise d'angoisse à son travail la semaine dernière, que ce n'était pas la première fois depuis mars. Donc, elle dit son chef d'équipe a pris le temps de lui parler, lui a mentionné d'aller chercher de l'aide. J'ai fait de même. Elle a eu sa première rencontre ce mercredi. Donc, merci pour le commentaire. Mais justement, peut-être que ça serait une bonne occasion de parler de ce phénomène, justement, des crises d'angoisse au travail. Peut-être des conseils sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir vraiment quand l'employé est dans sa crise d'angoisse au travail. Merci, Marie-Janelle. Ben, tout à fait. Je pense que chacun des intervenants ici aurait un mot à dire, mais ça m'amène à penser à un exemple, par exemple, que j'ai fait dans une entreprise récemment qui va toucher à ça. On me disait, ben nous, nos gestionnaires, ils veulent savoir non seulement comment détecter les signes avant-coureurs des problèmes de santé mentale, puis Mireille l'a bien expliqué, mais comment intervenir. Ils ne se sentaient pas à l'aise. Parce qu'ils se disent, je ne suis pas psychologue, je ne veux pas remplir les choses, je ne veux pas me faire dire que ce n'est pas de mes affaires, je ne veux pas aller trop loin. C'est des craintes tout à fait légitimes. Ce que j'ai fait comme intervention, j'ai pris les équipes de gestionnaires, puis on a parlé d'une façon justement de donner du soutien psychologique qui est accessible à tout le monde, il faut bien le faire. C'est la fameuse écoute active et empathique. On a parlé de comment bien faire ça. Alors, donc, quelqu'un qui pourrait gérer une crise de cette façon-là. Un autre outil qu'on a, c'est que vous savez, on a plein de secouristes pour les accidents dans les employés, dans les entreprises. Hein? On a même une obligation d'avoir des secouristes si les gens se blessent, si on a des malaises. Mais il existe aussi des secouristes qui sont formés en santé mentale. La Commission de la santé mentale du Canada a formé des centaines de milliers de personnes au Canada. C'est une formation de 2 jours. Wow. Tu formes des pairs qui, eux, sont formés pour intervenir auprès de leur père quand il y a une situation de crise. Wow. Ils ont une formation spécialisée. C'est une autre piste de solution qu'un employeur peut mettre en place. On peut trouver ça comme information où, Dr. Coulombe? La Commission de la santé mentale du Canada, vous allez sur le site Premiers soins en santé mentale. Ils vont vous dire dans votre région qui forme, comment ça coûte. C'est assez facile. C'est génial. Puis, vous avez donné un exemple maintenant de prévention, mais pouvez-vous nous donner d'exemples, par exemple, en gestion d'invalidité? Oui, dernièrement, justement, il y a une organisation qui m'a approché et m'ont dit, Doc, nos gestionnaires sont à bout, sont fatigués, sont inquiets à cause de la pandémie, sont inquiets de leur propre santé psychologique puis celle de leur équipe, puis ils ont besoin d'aide. On peut-tu faire quelque chose? En creusant un peu, c'est sûr qu'avec la pandémie, ils ont tous réorganisé leur travail, les conditions de travail ont changé, le télétravail, les relations entre les gens ont changé. Il a fallu qu'ils changent leur pratique de gestion. Puis quand on joue dans ce carré de sable-là, des fois, ça peut augmenter les risques. Puis les risques sont bien connus, puis c'est ce qu'on voyait dans cette organisation-là, une surcharge de travail, hein, beaucoup de contraintes de temps, de la complexité. On a vu que c'était plus difficile de se donner du soutien, de collaborer ensemble, que c'était même, il y avait une certaine perte d'autonomie pour certaines personnes, puis à distance, c'est dur de faire de la reconnaissance aussi. Fait que ça, c'est des ingrédients idéaux
pour causer de la détresse psychologique, puis même aussi des problèmes musculo-squelettiques, des maladies cardiovasculaires. On pense que ça cause juste des problèmes. Alors, une fois qu'on a vu ça, moi, ce que j'ai proposé, c'est de rencontrer l'équipe de gestionnaires, parler des concepts, tout ça, puis qu'identifient, eux, dans leurs équipes, parmi tous ces facteurs de risque-là que j'ai nommés, c'est lequel qui est le pire? Puis de changer les pratiques de gestion pour les éliminer. Donc, comment on peut mieux gérer la charge de travail? Comment je peux être plus reconnaissant? Comment je peux donner plus de soutien? Comment est-ce qu'on peut soutenir plus? Puis comment gagner en autonomie? C'est assez les principes de base pour éliminer ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux. Et puis, ben, on va voir les effets au cours des prochaines semaines. Merci. Pamela, c'est justement ça, hein, n'est-ce pas, que vous avez ajouté à votre brochette, bien sûr, de services avec votre programme d'aide aux employés. Tout à fait. En plus d'avoir accès à ces experts-là qui pourront pister et même éduquer certains joueurs de première ligne qui ont à gérer des équipes, mais aussi toute la portion contenu. Il y a une boîte à outils dans l'application. On a des lectures, du contenu interactif, des vidéos d'information, donc qui pourront aussi faire partie du quotidien finalement de ces gestionnaires-là, de ces employés-là qui auront accès au programme d'aide. Très, très bien. Docteur Coulombe, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. C'est clair, vous vulgarisez. Puis, je peux vous dire aussi, pour l'avoir vécu moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, savoir lever la main au bon moment, c'est ça qu'il faut. Ne pas avoir de gêne. Vous savez, pour des personnalités publiques comme moi, c'est pas simple. C'est pas simple de dire je vais m'exposer, je vais pas bien, je me sens pas bien. Ben, disons que j'ai appris avec le temps à le faire. Ça n'a pas été simple au départ parce qu'on veut plaire, on ne veut pas déplaire, mais quand on a plusieurs entreprises, quand on a plusieurs responsabilités, la famille, le poids du regard des autres, d'être parfait et parfaite jusqu'au bout, eh bien, j'ai eu moi aussi mes moments de défis, de faiblesse, mais je les ai reconnus. Je les ai reconnus parce que je suis très, très, très sensible et très centrée. Puis, j'ai demandé de l'aide. Mais j'ai aussi dit, j'ai demandé à des dirigeants d'entreprise de sortir et puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que ce n'est pas simple pour nous. Il faut toujours qu'on ait le sourire. Il faut toujours qu'on garde le sourire. Il faut toujours que tout aille très bien. Eh bien, ce n'est pas vrai. On est aussi des êtres humains. Donc, ce que vous faites, moi, je trouve ça tellement important, surtout dans des moments pareils. Donc, merci de votre collaboration et participation aujourd'hui. Pamela, avec tout ce que vous avez vous-même vécu, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous n'avez pas beaucoup parlé de vous, mais je sais que vous avez passé par beaucoup de choses aussi en tant que personne. Vous avez dû repenser à vos propres services. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous faites, avec ce que vous entendez, là où vous voulez aller, est-ce que vous pensez faire une différence? Effectivement, depuis le début de PBRH, autant mon cheminement que mes décisions d'affaires ont toujours été basées sur l'humain, la bienveillance, le respect, travailler avec le potentiel des gens. Pas toujours facile parce que des fois, on peut s'écarter un petit peu de notre mission, on se ramène, mais somme toute, a toujours été mon motif premier pour avancer. Évidemment, autant dans mon équipe qu'on veut aider, mais aussi il faut s'aider. Donc, ça aussi, d'être capable de se ramener, de dire prendre soin de nous, l'équipe, mais aussi pour mieux prendre soin des autres. Donc, évidemment, de reconnaître notre propre faiblesse par moment. Comment faire la différence? Comment vous dire? Si notre programme d'aide peut éviter une démission, éviter un divorce, éviter des sagas avec des jeunes enfants comme on a vu dans les médias, sauver une vie seulement, pour nous, c'est vraiment mission accomplie. Moi, je pense qu'on ne peut pas penser à une relance économique dans la province ou même dans le monde là, si on ne prend pas soin d'abord et avant tout à l'humain parce que c'est celui-ci qui est le moteur de notre économie. Donc, oui, je pense faire une différence. Bravo. On va retourner à Marie-Janelle qui souhaite nous dire un mot. Marie-Janelle. Oui, donc plus tôt, Dr. Coulombe nous a parlé là, de certains gestionnaires qui avaient de la difficulté à définir la ligne jusqu'où aller dans les interventions.
Donc, on avait une question par rapport à ça, justement, qui demandait où commence et s'arrête le rôle de l'entrepreneur dans la santé physique et mentale de ses employés. Merci, Marie-Janelle. On refait appel à vous, Dr. Coulomb. Oui, c'est une excellente question. Bien, la responsabilité, elle est claire. On doit protéger la santé, mais quand on intervient dans le... Quand quelqu'un ne va pas bien psychologiquement, puis je veux rebondir sur ce que les autres ont dit, c'est que il faut que si votre employé sent que quand il vient vous voir comme gestionnaire, il se sent en sécurité psychologique, je m'explique, c'est que peu importe ce qu'il vient vous dire, il ressort de votre bureau mieux que quand il est rentré, et non pas pire. C'est ça qu'il faut dégager. Comme vous avez dit, hein, une attitude d'ouverture, pas avoir de préjugés, être capable d'être à l'écoute, écouter plus que parler souvent. Fait que là, les gens vont venir vous parler de leurs intérêts, de leurs besoins. Ils vont venir vous demander une rétroaction. Ils vont venir se confier et chercher de l'aide parce que vous avez cette attitude-là. Donc, jusqu'où il faut aller, il faut au moins être comme ça pour que les gens viennent vers nous. Ça, c'est la base. Maintenant, quand vient le temps de donner le soutien psychologique, ben, on ne s'attend pas à ce qu'un gestionnaire fasse une psychothérapie. Ça, c'est le travail de Stéphanie. C'est le travail de tout ça. Mais il y a des façons vous l'avez nommé tantôt, Mme Henkel, écouter de façon empathique, poser des questions ouvertes, respecter les temps de silence, reformuler ce que les gens nous disent. Juste faire ça, là, vous ne vous tromperez jamais. Vous allez faire du bien à vos employés. Donc, allez jusque-là minimalement. Puis si vous pleurez un peu quand vous donnez du soutien psychologique, ce n'est pas la fin du monde. J'adore. Bon, ben, c'est tout ce qui me manquait. C'était le côté pleurer parce que souvent, on attribue les larmes à la faiblesse. Puis moi, je trouve que quelqu'un qui ose pleurer, c'est déjà un signe de force incroyable, parce que la vulnérabilité, c'est une force, mais c'est aussi un moyen de laisser la soupape. C'est pas juste les femmes qui pleurent et qui doivent pleurer. Je sais que les hommes, on vous a dit pendant des années que vous n'avez pas le droit de pleurer, qu'il faut être fort. Mais mon Dieu, que les larmes, ça fait du bien. C'est de lâcher toute cette pression qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Pamela? Tout à fait. Tout à fait. C'est une énorme différence de se donner le droit. Voilà, de se donner le droit. Et si vous deviez conclure en une phrase, vous diriez quoi? Vous voyez où est? C'est quoi votre prochain projet, Pamela? C'en est déjà un très beau qui nous occupe, en toute beauté, nous occupe beaucoup. La suite des choses, ben, c'est de démocratiser quand même l'aspect programme d'aide aux employés, le fameux PAE qui n'est pas nécessairement associé avec une fameuse assurance collective, par exemple. Donc, pour moi, c'est qu'on puisse parler de la santé globale de façon ouverte, que ce soit santé mentale ou physique, qu'on puisse en parler, puis qu'on n'a pas de gêne à justement démontrer une faiblesse ou encore demander de l'aide. Merci, Pamela. Alors, c'est ce qui conclut. Ça passe vite, hein, 1 heure, ça passe vraiment vite dans un sujet qui est aussi important aujourd'hui. Mais sur la santé des entreprises aujourd'hui, on a parlé quand même de choses importantes. Ils ont maintenant un outil, peuvent aller voir, s'informer, demander de l'aide, tout simplement, autant pour les employés que les entreprises avec le PAE. Merci à nos invités du jour, Stéphanie Simard, psychologue, Mireille Mailloux, travailleuse sociale, Dr. Charles Coulomb, médecin de famille, et bien sûr à vous, Pamela Bérubé, d'avoir mis en place ce magnifique programme et une belle entreprise dans l'Est du Québec. Bonne continuation, réussite à vous tous. J'aimerais dire merci à notre cher public qui nous suit de façon régulière, qui commente, qui partage. Merci d'être présent. Merci de porter le message aussi pour que d'autres entrepreneurs, d'autres humains, d'autres personnes puissent bénéficier de ce que nous faisons sur danielhenkel.tv. Et pour en savoir plus sur le programme de PB Dimension RH, allez sur pbdimensionrh.com/PAE. À très bientôt et à la semaine prochaine. Belle fin de semaine à tous. En santé, en santé.